Aujourd'hui, nous accueillons Christian Chambon, candidat de Koh Lanta, la saison La Revanche des Quatre Terres. Déjà, c'est bien de dire de parler d'aventure parce que c'est vraiment une aventure. Hein. On se retrouve dans un milieu hostile. Le voyage, ça a duré plus de 20 heures, Ah oui. 22 heures, je pense. Mais encore, c'est pas ça. Moi, le plus dur, c'était la nourriture, en fait. On n'a pas fait preuve de stratégie à ce moment-là, déjà, pour commencer, quoi. J'ai beaucoup maigri. Ouais, donc. Je perdais mon pantalon. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode de Témoins du jour. Et aujourd'hui, nous accueillons Christian Chambon, candidat de Koh Lanta, la saison La Revanche des Quatre Terres. Bonjour Christian. Bonjour Mathéo. Merci d'avoir accepté cette invitation avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content de participer à votre émission. Surtout à Dole, ma ville préférée, entre guillemets, voilà. Donc dans ce témoin du jour, on va revenir un petit peu sur ton aventure, ce que tu as vécu à Koh Lanta, et on va aussi un petit peu parler de toi, de tes passions. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien entendu, donc je m'appelle Christian, j'ai 64 ans, je suis brocanteur, j'habite à La Barre, dans le Jura. Et mes passions, comme beaucoup le savent déjà, donc c'est le sport en général. Je fais beaucoup de sport. J'aime bien aussi la culture, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien les spectacles. Bon, j'ai 7 petits-enfants que je vois souvent. Et j'ai 3 enfants aussi également que je vois aussi régulièrement. Tes passions donc, de brocanteur et tes autres passions comme le sport et l'écriture, comment c'est venu? Bon, il y a environ une trentaine d'années, je me souviens, donc c'était à Orchamps, il y avait un vide-grenier. Et j'ai décidé de participer à ce vide-grenier, donc j'habitais à proximité à l'époque. Et là, je venais d'acheter une maison récemment, donc j'avais des choses que j'avais récupérées dans cette maison. Et j'ai décidé de les mettre en vente. Et puis, comme par hasard, ça s'est vendu très rapidement. J'avais beaucoup de cartes postales, j'avais des vieilles cartes postales anciennes. Et c'est vrai que les gens, il y a beaucoup de collectionneurs qui sont intéressés à ça. Et puis j'ai vu que ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et puis tiens, et puis bon, le fait de discuter avec les gens, de faire du commerce, de parler avec les gens, tout ça, voilà, c'est intéressant ça. Et là, j'ai recherché des choses chez moi, puis après, au lieu de rechercher chez moi, j'en ai recherché ailleurs, tout ça, et puis c'est devenu une passion tout de suite. Et puis après, après quand ça a débordé la passion, j'ai dit, il faut faire quelque chose, il faut que tu te mettes à ton compte. Donc là, voilà, je me suis déclaré, on va dire, à l'URSSAF, et puis j'ai pris j'ai acheté un camion, et puis j'ai fait des déballages, et ensuite j'ai eu un commerce, et puis j'ai eu un deuxième commerce, et puis c'est devenu presque un métier. Un métier, quoi, carrément, voilà. Ok. Ouais. Et donc aussi pour le sport, une de tes passions aussi. Alors le sport, j'ai toujours fait du sport depuis l'adolescence. J'étais à l'AS, j'étais à l'AS comme beaucoup de jeunes aujourd'hui sont encore à l'AS le mercredi. Donc, je me suis fait remarquer aussi sur les sports de vitesse comme le sprint, voilà. Et après, plus tard, j'ai joué au foot, après j'ai fait du tennis, après j'ai fait du handball. Et puis plus tard, je me suis mis à courir sur des distances plus grandes comme le semi-marathon, le marathon, les trails un peu plus longs aussi, les 100 km. Et puis aujourd'hui encore, je pratique la course à pied, donc au DOLAC, le Dole Athletic Club. Où je suis coach sportif aujourd'hui, donc j'encadre j'encadre un groupe de 25 personnes le lundi soir. Le mardi, je pratique l'entraînement, je fais l'entraînement du running, du sport hors stade, de la course hors stade. Et le jeudi soir et le week-end, et puis on fait des compétitions, on fait je fais du crossfit aussi, je m'entretiens aussi physiquement. Alors le sport pour moi, c'est pas faire du sport pour faire de la compétition, c'est faire du sport c'est un bien-être, c'est un choix de vie en fait, c'est pour la santé, voilà, pour être en forme. Ouais, c'est ça. Mais tu as une autre passion aussi, c'est l'écriture. L'écriture de quoi précisément? Alors, je vais pas dire que c'est une passion l'écriture. L'écriture, c'est pas une passion. L'écriture, c'est c'est des matins un peu, mélancoliques, tu vois. J'ai un peu une âme mélancolique, et des fois le matin, ça dure pas longtemps. Je suis là, je suis un peu nostalgique, et puis
Justement et dans ces moments-là, j'ai besoin d'écrire en fait. J'ai besoin d'écrire pour me délivrer quoi en fait, pour mettre sur le papier des choses qui me passent par la tête. Et bon, puis après c'est sûr, ça se transforme en poème, ça se transforme en chanson, ça se transforme en texte un petit peu, voilà, on va dire poétique, quoi. Poétique, ouais, poésie. Poétique, romantique, voilà, romantique. Voilà. Mais c'est pas tout le temps, c'est certains moments. Là, si tu me demandes d'écrire quelque chose, je vais pas forcément écrire quelque chose, voilà, j'aurais pas l'inspiration. Ta participation à Koh-Lanta, est-ce que tu as été fan des premières saisons ou c'est arrivé un peu plus tard? Alors, je t'avoue vraiment que j'étais pas tout le temps devant l'émission Koh-Lanta, c'est vrai. J'ai regardé Koh-Lanta au début, ça a commencé en 2001, il me semble que c'était Hubert Auriol qui a dû faire la première en 2001, il me semble. Tu vois. Et la voix de Denis Brognard qui avait aussi. Et oui, en off, c'est ça. Donc, c'est vrai que la première émission, enfin les premières émissions, je les ai regardées avec mes enfants. Je me rappelle, voilà, c'était une émission, je sais pas si ça passait pas le vendredi soir, je sais pas si c'était pas... Je sais plus, oui. Il me semble que c'était... donc les enfants pouvaient regarder parce que le lendemain il n'y avait pas d'école. Alors c'était peut-être le mardi soir ou... Ouais, avant c'était le vendredi soir pendant des années, après ça a été le mardi. Donc c'était vraiment une fête quand on regardait ça. Et c'est vrai, comme j'ai raconté un petit peu dans mes motivations, quand je voyais toutes ces équipes de jeunes là, qui faisaient cette émission, ça m'a mis un peu des étoiles dans les yeux, quoi, tu vois. Bon, il y avait l'aventure, il y avait la compétition, il y avait ces attitudes de ces gens qui me correspondaient. Et je me suis dit, un jour, tu feras Koh-Lanta. Tu feras Koh-Lanta. Je me suis dit, tu pourras faire. Non, tu feras Koh-Lanta un jour. Comme ça, je m'étais dit ça, quoi. Tu seras capable de faire ça. Voilà. Combien tu as fait de candidatures pour être pris? Alors, je vais dire la vérité, j'ai fait 2 candidatures. J'ai fait une candidature dans les années 2000, entre 2000 et 2005, j'ai fait une candidature. J'ai envoyé un dossier. On m'a appelé, donc on m'a contacté par téléphone. C'était plus du tout la même sélection qu'aujourd'hui. Donc il fallait remplir un dossier, donc montrer ses motivations, fallait envoyer un mail à l'époque à la production. De ce mail, donc j'ai été contacté par téléphone, ils m'ont demandé des trucs, ils m'ont redemandé mes motivations, ils m'avaient même demandé de chanter une chanson. Tiens, Christian, vous pouvez nous chanter une chanson. Donc, je ne sais plus ce que j'avais chanté, donc j'ai chanté une chanson, un refrain. Et ensuite, la deuxième fois, j'ai été contacté. Donc une deuxième fois par téléphone, et là j'étais en train de travailler, il y avait marqué appel privé, dessus j'ai pas répondu. Donc je suppose que c'est eux qui m'ont rappelé, mais j'ai pas. Donc après ça s'est perdu. Et la deuxième fois, c'était en 2023, septembre 2023, fin septembre 2023. J'ai ma belle-fille, donc Aurélia, qui m'a suggéré, m'a dit tiens Christian, il y a des candidatures Koh-Lanta qui débutent là. Moi je vous verrais bien dans cette émission et tout. Ça vous intéresse pas de la faire? Donc je l'ai faite. J'ai envoyé mon dossier et là, 3 jours après, j'étais contacté. 3 jours après, ils m'ont demandé de faire une vidéo de une dizaine de minutes sur moi, d'envoyer des photos et tout. Donc je suis parti dans le processus et ça a duré 10 mois de sélection. Avec des entretiens assez longs, c'est très long. On ne sait jamais où on en est, on ne sait jamais si on va être pris. Donc ils nous disent pas c'est bon, ils nous disent attendez, on vous contactera. Donc on ne sait jamais entre les moments où on a fait par exemple l'entretien, j'ai eu une visio, je veux dire, elle est en novembre 2023, et jusqu'en janvier, février, j'ai pas de nouvelles quoi. Donc on est vraiment toujours dans le flou. Dans le flou carrément, dans l'attente de quelque chose. On ne doit pas en parler, on ne doit pas parler, on ne doit pas dire qu'on a fait acte de candidature, on ne doit pas en parler. On ne sait pas si ça continue, et quand ça continue, on va au prochain, donc à la prochaine sélection, quoi, chaque fois. Donc après j'ai passé un casting à Paris en février 2024. De ce casting, que j'ai réussi. Donc ils m'ont dit, par contre, ils m'ont dit que j'étais bon. Et là, j'ai attendu jusqu'en mars, avril, mai, jusqu'en mai.
pour faire les prochains tests en fait. Ouais, tests de physique, tout ça. Physique, médicaux, Oui. pour prise de sang, échographie, enfin tout. Toutes les analyses d'urine, enfin, échographie du cœur, dossier médical rempli par le médecin de famille. Enfin, Ouais. Et ça, j'ai tout repassé, tous ces tests-là, tous ces tests sportifs et médicaux, je les ai passés 2 fois. Ok. J'ai tout repassé 2 fois Avant d'être sélectionné. Ouais. Et c'est quoi les genres de peut-être maladies qui empêchent une personne de participer à Koh-Lanta par exemple? Alors, je pense que quelqu'un qui a une maladie grave, déjà, c'est pas la peine. Ouais. Quoi. Déjà, mais cardiaque, à mon avis, c'est pas avec un problème de cœur. Je pense que. Voilà, parce qu'il y a déjà eu un incident, il y a déjà eu une personne qui est décédée sur Koh-Lanta, sur une émission. Hein. Ils avaient arrêté l'émission. Je crois qu'il a fait une crise cardiaque, les gars. Donc, depuis ce moment-là, ils prennent plus de risques et c'est normal. Oui, bah oui. Ils n'engagent plus des gens qui n'ont pas les capacités physiques. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de physique. À chaque fois, il faut courir, il faut nager, il faut faire de l'apnée, il faut. Tout ça, voilà, tout ça en étant fatigué, pas beaucoup manger en plus. Ouais, c'est ça. Et pas beaucoup de sommeil. En plus, je pense que c'est ça qui était compliqué. Et ben donc on va passer quand même au principal sujet de cette vidéo, sur ta participation à Koh-Lanta, la saison de la revanche des 4 terres. Dans l'équipe de l'Est, tu étais dans les Siligan, c'est ça? C'est ça, Silangag. Silangag. Et donc on va revenir sur ton aventure. Et moi je voulais te poser une toute première question. Avant d'arriver sur Koh-Lanta, comment ça se passe le voyage? Est-ce que vous restez 2-3 jours sans vos téléphones, à un endroit? Comment ça se passe? Je vais te raconter tout ça. Alors, j'ai été sélectionné pour Koh-Lanta 2025, KL25, comme ils appellent ça. J'ai su ça le 27 juillet 2024. Ok. Que j'étais sélectionné. Et j'avais fait ma candidature en fin septembre 2023. Donc ça fait donc presque une dizaine de mois, presque un an. Et là, je savais que j'allais partir autour du 10-11 août. Donc, on est le 27 juillet, donc à peu près le 25 juillet, je pars 10 jours après. Là, j'avais rendez-vous à Roissy, donc j'avais mon billet de train pour aller à Roissy, et j'avais rendez-vous avec un assistant là-bas, donc à l'hôtel, un hôtel à Roissy. Donc là, je suis arrivé à l'hôtel, j'étais pris en charge par l'assistant, j'ai gagné ma chambre, c'était 13 h. Et il m'a dit, donc tu ne peux pas sortir de ta chambre, tu me donnes tes papiers, ta carte d'identité. Donc j'avais plus de carte bleue, plus rien. Donc j'étais dépouillé de tout moyen de paiement, déjà. J'étais dans ma chambre, j'avais encore mon portable, mon téléphone portable avec moi, que j'ai pu garder, conserver jusqu'à 18 h, qui m'a été rendu quand je suis rentré en France. Ah oui, donc plus du tout. Plus du tout, j'étais coupé de tous mes proches, j'avais pas de montre, bien entendu, donc pas de repère horaire, pas de repère, plus de communication avec ses proches. Quand on partait le lendemain matin, il fallait se lever à 5 h. Donc 5 h, donc on avait rendez-vous dans le couloir de l'hôtel, et là on savait pas où on allait. Donc on savait toujours pas où on allait. Donc c'est une fois qu'on a vu nos billets d'avion, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils nous donnent nos billets d'avion pour passer les contrôles. C'est là qu'on a vu qu'on allait aux Philippines, en fait. Voilà. Et donc, est-ce qu'entre aventuriers, vous arrivez à vous voir ou pas avant l'aventure? Alors, on s'est aperçu, bien entendu. Donc, on avait rendez-vous dans l'hôtel pour partir aux Philippines à 5 h du matin. Là, j'ai rencontré des aventuriers. Je savais pas, on connaissait pas la formule. On savait pas que ça allait être la revanche des 4 terres. On savait pas que ça allait être les équipes de 6, machin comme ça. Donc, on s'est retrouvés là, 3 filles, 3 garçons. On est partis ensemble de l'hôtel, on n'avait pas le droit de se parler, on n'avait pas le droit de communiquer ensemble et tout. Ah non, pas du tout. On était séparés dans l'avion, enfin voilà, c'était quand même il y avait c'était assez sévère, comment dire. Ouais, c'était pas, il fallait pas dire même un bonjour. C'est une discipline, voilà, une discipline qui était assez stricte quand même, cette discipline assez stricte, on l'a retrouvée durant toute l'aventure. Donc c'est on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, il faut respecter les choses et puis on comprend pourquoi maintenant. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais.
Et donc avant de partir donc à Koh Lanta et de prendre l'avion, déjà l'avion il a pris combien de temps? Le voyage, ça a duré plus de 20 heures, Ah oui. 22 heures je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Bah, il y a à peu près 18 000 km. Ouais, donc il y a des escales, Singapour, Manille, le Gaspé. Ensuite, il y a 8 heures de 4x4, voilà. Après, il y a le bateau. Après, voilà. Donc, c'est plein de choses. Vraiment, c'est vraiment on va dire un trajet qui est pas commun, quoi. Voilà. Bah non. Et puis moi, je veux dire, j'ai jamais pris l'avion pour aller si loin. Ah oui. C'était la première fois que j'allais si loin. Si j'avais pas fait ça, je serais peut-être jamais allé aux Philippines, quoi. Ah oui, oui, voilà. bah oui. Mais comment tu as préparé ton sac de l'aventure? Alors le sac de l'aventure, c'est pas moi qui le prépare, c'est eux qui te disent ce que tu dois mettre dedans. Voilà, donc tu as un sac, donc ils t'envoient une liste. Ouais, tu dois donc un sac à dos, avec 2 paires de chaussures. Bon, souvent c'est des baskets. Hein, ouais, bah oui. 2 paires de chaussures, un pantalon, une veste genre sweat à capuche, non étanche, il ne faut pas que ce soit une veste éperlante. C'est-à-dire quand il pleut, bah, t'es mouillé. Ouais, sinon c'est considéré comme de la triche. Un t-shirt et un t-shirt manche longue. Ok. 2 slips, 2 paires de chaussettes, une paire de lunettes, une casquette. C'est tout ce que tu as. Ok, voilà. Ah oui. C'est tout ce que tu as. Tu n'as pas d'affaires de toilette, tu n'as pas de brosse à dents. C'est-à-dire que quand tu es sur l'île, là-bas, tu as le strict minimum. Voilà. Et par exemple, une personne comme moi qui a des lunettes, qui porte souvent des lunettes, est-ce que j'ai le droit de participer ou alors, ça peut m'empêcher? Je pense que tu as le droit de mettre des lentilles déjà. Tu as le droit de participer à condition que tu mettes des lentilles. Ouais. Les lunettes sont interdites là-bas. Okay. Alors pourquoi elles sont interdites? Parce que tu pourrais te servir des lunettes pour faire du feu. Oui, j'avais vu une émission où j'avais vu donc, sur... voilà. Et il y avait des filles justement qui étaient avec moi, qui avaient des lentilles. Et tous les soirs, il y avait le médecin qui venait, ou alors quand elles avaient besoin d'enlever la lentille, il y avait quelqu'un qui venait, qui leur... Ouais, pour éviter d'infecter... Voilà, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Quand vous arrivez sur place, sur le lieu du tournage, aux Philippines, est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez savoir un petit peu qu'est-ce que ça peut être, ou vraiment pas du tout, vous êtes dans le flou total encore? Quand on est arrivé, sur le lieu, donc bon, c'était à Caramoan, l'île de Caramoan. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est un nom comme ça. C'est une île qui est carrément au fin fond des Philippines, c'est carrément au sud des Philippines. On est arrivé là, on a été mis, donc on est allé dans un hôtel, je ne sais plus le nom, donc, et là on a eu chacun notre chambre. On a été casés dans une chambre, et dans cette chambre, on n'en est pas sorti pendant 3 jours. Ah oui, ok. C'est-à-dire on est resté 4 jours, on est resté 3 nuits et 4 jours dans la chambre. Pour l'acclimatation, pour le décalage horaire, la nourriture. Donc pendant 4 jours, on est resté dans cette chambre. Donc Philippines, il fait très chaud. Trop chaud, humide aussi. Il fait humide. Dans les chambres, il y a la clim, mais c'est des chambres quand même qui sont... c'est propre, c'est bien, mais c'est pas du... Voilà, c'est pas du super luxe, quoi. Hein. On va dire que quand la clim, elle se met en route, tu te réveilles, quoi. Hein. Voilà, c'est des trucs... métallique, mais bon, qui refroidissent quand même. Donc on est resté dans cette chambre pendant 4 jours, et le 4e jour, donc c'était là où on part de là-bas. Donc on est parti de là-bas dans des 4x4 qui étaient, c'est-à-dire on est parti les 6 dans le 4x4, les 6 de Roissy, on s'est retrouvés là-bas, les 6 on était dans ce 4x4 là, et on allait en direction du premier lieu de rassemblement, du premier lieu du jeu, et on ne savait pas ce qu'on allait faire, on ne savait pas où on allait aller en fait, et c'est là qu'on a découvert petit à petit, au fur et à mesure qu'on avançait dans la jungle là-bas, c'est la jungle, hein, voilà, et c'est là qu'on a découvert en fait le premier jeu. D'ailleurs, les gens qui ont regardé l'émission, au début, il y a Denis Brognard qui est au milieu de tout le monde, la marée en fait, l'étoile, Rose des Vents en fait. Rose des Vents, oui. Denis Brognard est au centre et les 4 équipes sont réparties autour ou devant Denis Brognard, je me souviens plus exact, devant. Et c'est là qu'on a compris, qu'on a commencé à comprendre qu'on allait être, que ça allait être, notre équipe, c'était cette équipe-là, quoi. De l'Est. Les 6 de l'Est, On a compris ça le jour du premier jeu. Arrivé là. Sinon, on ne savait pas. On savait pas rien du tout. Quoi. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez vous parler entre aventuriers ou pas?
Non, toujours pas. On n'a pas Ah ouais, beaucoup toujours parlé. pas du Non, tout. non, non. C'est vraiment. On se parlait un petit peu comme ça, mais bon, ouais, bah ouais, c'est beau, c'est ci, c'est là, ouais, tu as vu les animaux, après on se croirait ici à Jurassic Park. C'était très beau, le décor était très magnifique. Ah bah oui, hein, c'est vraiment. Voilà, on était là, on était comme des enfants qui découvrent leur cadeau à Noël, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc super. On était ébahis, voilà, ébahis. Donc sur les premiers jours, quand tu es arrivé sur l'île, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était plus de l'excitation ou plus du stress? Alors, je suis pas stressé du tout. Déjà, non. Pas stressé. Excitation, quand tu arrives là-bas, tu as envie de commencer, quoi. Voilà. Ouais. Tu as envie d'y aller. Alors, les 3 jours d'acclimatation étaient très longs, par contre. Hein. Bah, ça... On était là, moi j'étais dans ma chambre, elle faisait, je sais pas, peut-être 20 mètres carrés. Je courais autour du lit. Hein. Ouais, j'ai fait 200 fois le tour du lit. J'ai fait des pompes, des machins, des trucs. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on avait hâte d'attaquer, quoi. Mais c'est plutôt de l'excitation. Oui, de l'excitation, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plus surpris dans la difficulté de l'aventure? Déjà, c'est bien de dire de parler d'aventure parce que c'est vraiment une aventure. Hein. On se retrouve dans un milieu hostile, carrément. Donc, dans un milieu où il y a des plantes qui sont différentes d'ici. Hein, de la forêt de Chaux et de la forêt de la Serre, hein, on ne trouve pas les mêmes plantes, on ne trouve pas les mêmes animaux non plus. Dans la mer, il y a des animaux qui sont différents des animaux qu'on trouve en Méditerranée. Si tu veux, ce qui m'a déjà surpris, c'est le changement de décor, de se retrouver dans cette faune, on va dire, cette faune sauvage, parce que du jour au lendemain, on passe d'un confort de sa petite maison avec son eau chaude et puis son canapé, sa télé, et puis voilà, à rien, à la faune, la jungle, les moustiques, les crabes de terre, les poissons-pierres, les poissons... toutes sortes de choses d'où il faut se méfier. Mais encore, c'est pas ça. Moi, le plus dur, c'était la nourriture, en fait. Ouais. C'était le manque de nourriture. La faim qui a été très difficile pour moi. Moi, je gaspille beaucoup de calories, en fait. Et j'arrive pas à grossir, donc j'arrive pas à prendre du poids. J'essaye de prendre du poids, donc avant de partir, j'ai essayé de prendre un peu de poids. J'ai pris 3 kilos de plus. Et ces 3 kilos, je les ai perdus dans les 3 jours d'acclimatation déjà. Donc je suis parti. C'est pas... voilà, déjà, j'ai commencé l'aventure comme je suis actuellement. Et après, c'était en se dégradant rapidement, quoi. Et c'est vrai que le manque de nourriture, quoi. On avait 3 noix de coco pour 6 pendant 6 jours, 7 jours. C'était très peu, quoi. Un peu de canne à sucre, des huîtres de rocher, des petites huîtres de rocher qu'on allait casser avec des cailloux. Bon, les huîtres, hein, c'est pas grand-chose, hein, une petite huître. Mais c'est vraiment des petites huîtres, hein, c'est pas des grosses huîtres. Donc voilà, on se nourrissait avec ça. Et en même temps, on dort mal, on fait des épreuves physiques. Donc, voilà, en plus. Mais le plus compliqué, ça a été la nourriture. Ouais, parce que le manque de nourriture. J'ai vu avec Maxime, donc, qui a été dans ton aventure, dans ton équipe, vous mangez un peu n'importe quoi. Oui. C'était quoi les choses que vous avez découvert les deux? Alors, c'est vrai qu'avec Maxime, on était assez, comment dire... pas difficile. Ouais, on n'était pas difficile, on était un peu culotté dans le sens, on va essayer de trouver des choses il faut qu'on se nourrisse, quoi. Donc, il faut qu'on se nourrisse. Donc, lui, dans sa tête, il fallait qu'il trouve des termites. Donc, il se disait, il faut qu'on trouve des termites. Donc, on cherchait du bois pourri. Pour pouvoir récolter des termites. Donc on a trouvé du bois pourri, puis on a commencé à dépioter le bois, puis on a trouvé des espèces de vers blancs, là, de vers de bois, quoi, des vers de sciure, et on a mangé ça. C'est vrai qu'au début c'est pas agréable. C'est pas agréable, mais faut oser, et c'est vrai que ça n'a pas un mauvais goût, quoi. Finalement, c'est pas écœurant. Moi je pensais que avant d'aller là-bas, je me dis jamais de la vie tu mangeras de ça. Tu vas vomir. Et non, au contraire, quand tu as très faim en fait, tu acceptes la nourriture, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle n'est pas toxique. Oui, ça c'est sûr. Voilà. J'ai mangé des fleurs aussi. Ouais, c'est ce que j'ai mangé des fleurs qui n'étaient pas forcément comestibles, mais qui ne m'ont pas fait de mal. J'ai mangé des fleurs, j'ai mangé des tiges de je ne sais pas trop quoi, de tout ce qu'on trouvait qui pouvait être mâché et puis avalé. Oui. Et est-ce que vous étiez un petit peu prévenu de certaines plantes à ne pas manger ou pas? Alors, avant de commencer l'aventure, on est réunis, donc il y a une personne de la production qui nous réunit, qui nous met en garde,
sur tout ce qu'on ne doit pas toucher. Il y a des plantes, notamment il y avait un arbre qui fournissait de la sève noire, qui était très toxique, voire mortelle en fait. Il ne fallait pas qu'on se colle après, quoi. Effectivement, quand on allait dans la forêt, on a vu cet arbre avec cette sève noire, donc c'est quelque chose de très toxique. Donc on était prévenus là-dessus. Sur les poissons qu'on pouvait rencontrer dans la mer, tels les poissons-pierres, il ne faut pas mettre le pied dessus parce que ça. Puis il y avait un autre coquillage aussi. C'est un coquillage qui déroule un cordon d'1 mètre quand on l'approche de trop, mais qui peut nous piquer et ça peut être fatal aussi, quoi. Donc ils nous ont montré des photos de tous ces animaux venimeux, de toutes ces plantes aussi, et aussi les plantes protégées. Il y avait des plantes protégées qu'on n'avait pas le droit de toucher, des animaux protégés. Oui, des animaux aussi. Des animaux protégés comme les tortues, comme les petits singes, comme des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Quoi. Voilà. Mais donc tu m'as dit que c'était difficile, même en te préparant, c'était aussi difficile que ça? Alors physiquement, je me suis préparé physiquement quand même. Bon, comme je fais du sport souvent, je faisais beaucoup de crossfit, au niveau musculaire, au niveau cardio, au niveau endurance, tout ça, il n'y avait aucun problème. J'avais pas de soucis. Après, au niveau mental, je me suis dit comment tu vas faire pour plus communiquer avec tes proches, pour plus voilà, ça va être compliqué. Ça, j'avais peur déjà que ça me manque beaucoup le téléphone. Finalement, le téléphone, c'est passé comme une lettre à la poste. Je m'en suis quand j'étais là-bas, j'avais autre chose à faire. J'étais attiré. J'étais plus quand tu es sur la survie, enfin quelque part tu es en survie. Et quand tu es en survie, tu zappes certaines choses qui sont inutiles. Et tu aperçois que le téléphone, c'est inutile. Tu aperçois que plein de choses, tu zappes. Et tu vas à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est se nourrir. Comment trouver de l'eau, comment trouver de la nourriture. Voilà, c'est ça en fait. Et puis pas te faire bouffer par autre chose. Par des crabes de terre, par exemple, qui venaient la nuit nous choper les pieds et tout. Voilà. Donc tu fais attention à toi. Et quand tu te sens un petit peu comme ça, dans un milieu hostile et puis donc ta vie est un peu en danger, tu penses plus à ton téléphone. Tu penses plus à rien, tu penses à toi. Voilà, tu penses à toi. Et puis même avec les différents jours, on a un jour une épreuve de confort, l'autre jour une épreuve d'immunité, après sur la stratégie, pour le conseil, tout ça. Mais aussi vous avez tous un jour off. Juste après ces épreuves, comment ça se passe ces jours off? Alors comment ça se passe? Quand on est là-bas, on est salarié en fait. On est intermittent du spectacle, donc quand on travaille, on a le droit, il y a un règlement du travail. C'est le règlement du travail, donc on doit travailler, je sais pas, je veux dire 35 heures par semaine. On doit avoir des repos. Donc c'est pour ça qu'il y a des jours, il y a un jour off, un jour de repos, c'est du repos. Et pendant ton repos, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'es pas filmé Si, t'es filmé. On est filmé, bien sûr, Mais alors, je sais plus s'il nous laisse du temps ou pas. Je me rappelle plus. Je peux pas te dire là. Je sais pas si on est filmé H24 ou pas. Parce que sinon, sur les autres jours, en gros, on est filmé de 7h du matin jusqu'à ce qu'il fasse nuit, quoi. Ou même parfois dans la nuit quand il se passe des choses. Ça, on ne sait pas, ça. Ah oui, ça, vous ne savez même pas. On dort normalement la nuit. Ouais, mais des fois quand il y a des orages. Oui, bien sûr. Ou quand on dort, ils viennent nous filmer. Ah oui. Moi, je me suis vu en train de dormir. Donc, c'est qu'ils viennent aussi. Et lors de ton aventure, est-ce qu'il y a un moment fort que tu gardes en mémoire? Le moment fort, c'est quand on a perdu l'épreuve d'immunité. C'est ça, je veux dire, on n'aurait jamais dû perdre cette épreuve d'immunité, quoi. Voilà, c'est ça, je pense à ça, moi. J'avais pas envie de quitter J'avais pas envie de partir de là. J'ai parti là-bas pour rester le plus longtemps. Donc je me dis, on aurait pu... C'était à 2 doigts, parce que 2 fois, on a failli terminer le jeu 2 fois de suite, quoi. Par un concours de circonstances, peut-être par maladresse, on n'a pas terminé, quoi. C'est une petite erreur. C'est ça le moment fort en fait qui me reste en tête. Je pense à ça. Et donc à cause de cette erreur et cette élimination, tu n'as pas éteint la réunification donc. Non. Mais ce qui est toujours quand même un moment fort dans cette aventure, la réunification avec les ambassadeurs, tout ça, et les stratégies qui se mettent en place. Comment tu as vécu cette élimination? Sur le coup, t'es pas content, quoi. Voilà, moi j'étais. Et je me dis, mais vraiment, puis on a mal joué, nous. Alors, justement, on va revenir là-dessus.
sur l'élimination. Donc dans l'équipe, on est 3 garçons, 3 filles. Ok. Déjà, les 3 filles, elles sont ensemble. Donc, les 3 filles, elles sont ensemble. Elles sont copines comme cochons. Donc, donc elles sont tout le temps ensemble. On le sait, ça. Et nous, on est les 3 garçons, Maxime, Benoît et moi. Et là, j'ai aux garçons, mais on va se mettre ensemble, nous. On va être les 3 garçons contre les 3 filles. C'est équilibré. Les filles, elles vont pas voter pour elles vont voter pour un garçon. Soit moi, toi ou lui. Peu importe. Et la prochaine fois, elle votera pour toi ou lui. Puis la prochaine fois, voilà, ça va être comme ça. Pour les garçons, vous allez vous faire éliminer. Non. Benoît, il s'est fait un peu charmer par les filles. Il a rejoint les filles. C'est-à-dire que Maxime, par solidarité, donc il a voté comme les autres pour pas se faire éliminer après. Voilà. Mais le bilan d'opération, Benoît est sorti le conseil d'après. Et Maxime est sorti aux ambassadeurs, c'était Louise qui a voté pour lui. C'est ça, pour se venger. Donc voilà, donc on l'a déjà mal pris et je me dis qu'on n'a pas fait preuve de stratégie à ce moment-là déjà pour commencer, quoi. C'est ça, ça m'a fait un peu rager. Ça m'a fait rager, ça, cette histoire-là. Voilà. J'avais une chance sur 2 de ne pas sortir. Donc 50%. Et ouais. Et là, tout a changé. Tout a changé, on a mal joué, quoi. Ça, c'est dommage. Et donc après, tu as ton élimination. Tu restes combien de temps là-bas aux Philippines? 4 jours. 4 jours, ok. C'est le jour où tu es éliminé, et 3 jours après. Voilà, tu attends que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, qui abandonne et tout, abandonne, je sais pas si c'est remplacé, mais quelqu'un qui se blesse, tu remplaces. Ok. Et, voilà. Donc, et on reste pas plus longtemps que ça. Non, je suis rentré 4 jours après mon élimination, voilà. Ok, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à manger. Alors là, tu dévores. Tu ne manges pas, tu dévores. Ouais, parce qu'après plusieurs jours d'aventure. Là, tu te dis, après, quelque part, tu dis, je suis sorti, mais quelque part, tu t'en fous, tu penses plus à ton élimination. Tu penses à la nourriture, quoi, au bar chocolaté, au coca, tout ce que tu peux ingurgiter, tu l'ingurgites, quoi. C'était quoi qui t'avait le plus manqué là-bas à l'aventure comme nourriture? Le sucre, ouais, le sucre, tout ce qui était sucré, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui donne quand même pas mal d'énergie. Ça, moi aussi, je sais que le sucre, c'était incroyable. C'était Est-ce que des fois c'est une redécouverte en même temps après? C'est sûr que tu apprécies, une fois que tu sors de là avec la faim, tu apprécies des tas de choses, quoi. Tu dis, putain, c'est bon ça, c'est. Bon, c'est pas forcément bon à la santé, mais comme tu as très faim, t'en manges. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu es brocanteur et tu es forcément un petit peu débrouillard quand on est brocanteur. Est-ce que ça t'a aidé un petit peu dans le côté peut-être bricoleur, être capable de... tu veux dire, le fait de brocanteur, est-ce que ça m'a aidé d'aller quand j'étais sur l'île? Ouais, sur l'île. Alors quand j'étais sur l'île, j'ai fabriqué... c'est vrai que je bricole pas mal, hein. Je fais pas mal de choses. J'aime bien bricoler, je me débrouille, on va dire, comme tu dis, c'est le terme des mots, je suis bricoleur, bricole. Et c'est vrai que là-bas, j'ai fabriqué les sièges, si tu revois l'émission, tu regarderas, ils avaient des bancs, ils étaient assis sur des bancs, les bancs c'est moi qui les ai faits, les bancs rondins, j'avais fait 2 bancs. J'avais fait la cabane aussi, j'avais contribué beaucoup à la conception de la cabane. J'avais fait pas mal de choses qui sont restées sur l'île après mon départ. Voilà. Ok. Et on t'a vu pas mal quand même aussi aller chercher du bois, aller être actif, aller chercher de la nourriture aussi. J'arrêtais pas en fait. J'arrêtais jamais, j'étais toujours actif. Toujours actif sur l'île, voilà, pour que tout le monde soit content, je contribuais au fonctionnement, fonctionnement du camp. Ouais, c'était aussi compliqué de chercher de la nourriture là-bas? Bien entendu. Une fois que tu as fait tous les arbres, que tu as regardé, il n'y a pas de noix de coco, on a trouvé quelques pandanus. Des pandanus, c'est des espèces de gros, ça fait comme des ananas à l'envers, avec des petites grappes que tu enlèves et puis tu suces, quoi. Donc, trouver des pandanus. Bon, après, il n'y avait rien d'autre. Canne à sucre, manioc. Et le manioc, comme on n'avait pas le feu, donc on n'a pas pu le faire cuire. On avait du manioc, mais on n'a pas pu le faire cuire au début. Parce que c'était trop mouillé, le bois était trop mouillé, on ne pouvait pas faire de feu. C'était vraiment... on a failli réussir à faire de feu, mais ça fumait. Mais il n'y a jamais eu d'étincelle, il n'y a jamais eu de... C'est long. Ça n'a jamais été incandescent, quoi. Donc, sans feu,
on peut pas trop manger de choses. Ouais, et puis c'est même compliqué pour se réchauffer, etc. Ça permet aussi. Mais le feu, en plus, un feu, ça réconforte mentalement en fait. Ok. Quand tu vois des flammes, ça fait du bien, quoi. T'as l'impression d'avoir chaud. T'as pas forcément chaud, mais ça te réconforte. Oui, bah oui. T'as l'impression d'être protégé par le feu. Les hommes préhistoriques, ils faisaient du feu à l'entrée de la grotte pour pas que les animaux rentrent. Donc le feu, c'est vrai que ça éloigne les bêtes. Voilà. Bricoleur, mais est-ce que tu as réussi aussi à gérer certaines tensions, certaines alliances, par exemple, pendant l'aventure? Après, c'est vrai qu'avec Maxime, on était bien alliés les deux. On s'entendait super. On a passé des super moments, quoi. La nuit, on dormait côte à côte. En plus, on s'est raconté un petit peu notre vie. Hein. Et lui, c'est vrai qu'il avait des atomes crochus avec moi. Lui, il fait pas mal de brocantes aussi. Il traîne dans les vides-greniers tous les dimanches. Il aime bien acheter des vieux habits et puis les revendre, quoi, tu vois, voilà. Passion commune. On s'est retrouvés là-dedans. C'est vrai qu'on était ensemble, quoi, avec Benoît, c'était un peu plus tendu, tu vois, avec Benoît, avec Céline, c'était moyen, avec Louise, ça passait très bien, et Gaël aussi, quoi. Okay. Voilà. Si tu veux, avec Maxime, donc on a gardé de bons contacts. Aujourd'hui, on s'envoie des messages presque tous les jours. Il est venu plusieurs fois chez moi. On a fait des vidéos, plein de vidéos sympas, drôles. Qu'est-ce qu'on rigole avec lui. Vraiment, même pendant l'aventure, on a bien rigolé avec lui. C'était bien, quoi. Surtout sur certaines situations. Quand ils étaient à l'île de l'Exil, au moment où c'était sur une épreuve Inimator juste après, où il était seul dans un coin à manger tout seul. Il est revenu pour manger avec les autres. Il a accepté, c'était assez drôle. Bon, par rapport à ça, il s'en est pris plein la vue, il s'en est pris sur les réseaux. Oui, je pense que... Le fait d'être un petit peu égoïste comme ça, et ça n'a pas plu à tout le monde. Moi j'avais bien aimé. Après, il se vengeait. Mais il était sur une vengeance assez conséquente à cause de son animation. Il était revenu, à la base c'était quelqu'un qui devait le remplacer. C'est Adrien qui était blessé. Et après, donc, comme lui il était blessé, lui il est revenu dans la voiture. C'est ça, il a la chance. Vraiment, c'est vraiment de la chance. C'est la première fois que ça arrive, je crois, en plus. Normalement, c'est Adrien qui aurait dû rentrer. Il n'était pas apte médicalement, lui, donc ils l'ont pas fait rentrer. C'est fou. Donc on en a parlé de ton aventure avec Maxime, qui lui a été éliminé à la réunification, puis quelques jours plus tard est revenu et après éliminé à l'épisode 15, donc lors d'une épreuve d'éliminatoire. Mais donc avec Maxime, vous gardez contact, mais est-ce qu'avec les autres aventuriers, les autres équipes, vous gardez contact? Alors on garde donc on s'est vu à la finale, le 24 juin, on s'est retrouvés ensemble, on a passé la journée ensemble, c'était bien, on a rigolé, on s'est rappelé des trucs et tout. Mais c'est vrai qu'on est plus lié avec l'Ouest, avec l'équipe de l'Ouest, avec Noémie, Maël, que j'ai adoré. Jérôme, je sais plus son nom, mais c'est pas grave. Bélan, Jérôme, Jérôme, qui c'est qu'il y a de l'Ouest encore en fait voilà, l'équipe de l'Ouest et l'équipe de l'Est sont plus liées qu'avec le Sud et le Nord. Bien qu'avec certains du Nord, on s'entend bien aussi. Oui, bah oui. Voilà. Donc vous arrivez à... Mais pas avec tout le monde, pas avec tout le monde. C'est vrai que, et comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, là, c'est vrai que comme on est sur l'aventure, on est en vrai, en fait. C'est pas... on se refait pas, quoi. On est... comme les gens, tu les vois là-bas, comme ils réagissent, ils sont comme ça dans la vie. Oui, d'accord. C'est pas, voilà. Maxime, lui, il est franc du collier. Lui, on l'a vu. C'est quelqu'un qui dit les choses, qui aime pas se faire abuser, qui aime pas se faire avoir. Et il est comme ça, voilà, et c'est son caractère. Moi, je suis comme je suis, pareil. Et c'est vrai qu'après, les gens, ils s'apprécient ou ils s'apprécient pas. Comment ça se passe l'hygiène lors de l'aventure là-bas? L'hygiène, c'est simple, donc on a la mer pour se laver, donc l'eau salée, et puis on a le sable pour se frotter, pour faire des gommages, on a de la cendre pour se brosser les dents, ça j'ai entendu parler. Et puis c'est tout, quoi. Puis de l'eau pour se rincer, on a de l'eau potable, mais l'eau elle ne sert pas pour se laver, parce que c'est rationné, c'est pour boire l'eau, voilà. Donc il n'y a que ça, il n'y a pas de plus que... Il n'y a pas de plus, non. Après on a il y a la crème solaire, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire la crème solaire, parce qu'ils ne vont pas nous laisser cramer. Pour éviter les coups de soleil. Pour éviter les coups de soleil, voilà. Mais ça, nous on ne le voit pas dans la voiture, on ne le sait pas. Non, mais voilà, c'est normal quelque part. Parce que
Déjà, tout à fait. Après, vous avez le droit aussi à des soins, par exemple, si vous vous blessez, etc. Ouais, alors, tous les matins avant de commencer un jeu, il y a le médecin qui, enfin, on nous demande si on a quelque chose à déclarer au niveau blessure, au niveau maux de tête, je sais pas, piqûre, mal au ventre, mal là, pour les filles, infirmières, et puis tout. Voilà, on est suivi quand même, oui. Ah oui. Lors des épreuves, quand vous êtes filmé, comment ça se passe? Ils ne maquillent pas, on est naturel, on est comme on est là. C'est vraiment. Et quand ils commencent à filmer, ils ne s'arrêtent pas, hein. Ça va jusqu'au bout. Hein. Si tu te plantes, tu te plantes. Si tu, tu te trompes, tu te trompes. Et si tu te blesses, tu te blesses. Et bon, quand tu te blesses, ils arrêtent, bien entendu. Oui, oui. Il faut vraiment qu'il y ait une belle blessure, ils arrêtent l'épreuve. Et on commence après dans la position où on était. Ok. On reste dans la position où on est, en fait. Il ne faut pas bouger, il faut. Ouais. Ouais. Ok. Et il y a combien à peu près de caméras qui vous suivent? C'est quoi les différents je disais tout à l'heure 70, mais il me semble que j'ai entendu 70. Ouais. Les caméramans. Ah oui, c'est une grosse équipe. C'est énorme. Il y a des drones aussi, voilà, il y a des caméras sous-marines, il y a des caméras. Donc ils sont perchés, il y en a qui sont perchés aussi. Voilà, c'est un gros dispositif. Des gros dispositifs de caméraman, de matériel, sachant qu'on est sur une île où il n'y a rien. Ah bah oui, donc c'est ça le plus compliqué aussi. Bah oui. Puis de ramener les épreuves, parce que j'avais vu, ils étaient construits dans une autre île, ramenés ensuite sur le lieu de l'épreuve, et ensuite reconstruits, c'est ça. Et je pense, est-ce que c'est plus impressionnant de voir les épreuves devant ou à la télé? C'est plus impressionnant. On s'en rend pas compte, si tu veux, c'est immense en fait. Ok. Le terrain de jeu est immense. Il y avait 2 stades de foot par exemple. Ah oui. Tu as 2 stades de foot avec tout le matériel, tous les obstacles, les machins, mais c'est grandiose, c'est très beau. Ah bah oui. En plus de ça, c'est authentique, c'est pas fait avec c'est tout fait en bambou. Ils utilisent le matériel qu'il y a là-bas, quoi. Ah bah oui, c'est ça qui est beau aussi. Corde bambou, voilà. Ah oui, c'est simple, c'est bois, corde, bambou. Ouais. Ok. Après avoir fait cette aventure, que tout le monde est terminé, il y a eu aussi la période montage. Quand tu as vu l'émission montée et diffusée, est-ce que tu t'es reconnu, toi, dans l'émission? Non. Alors, on a terminé, on va dire, ça s'est terminé en septembre, le tournage, et ça a été diffusé en février. Donc, en gros, il y a 5 mois, 6 mois, allez, 5 mois. Ouais. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois. 5 mois après. Pendant ces 5 mois, on ne doit rien dire. On ne doit pas en parler. Toujours pas. On ne doit rien dire. On sait ce qui s'est passé, mais on ne doit rien dire. C'est compliqué. On ne connaît pas la date de diffusion non plus. Ah oui. La date de diffusion, elle est connue 15 jours avant ou 3 semaines avant, maxi, je crois. Donc, voilà. Et le premier épisode, on l'a vu le 17 janvier, nous. On a été invités à Paris. Au cinéma, en studio. On a vu au cinéma, ouais. Avec Denis Brognard et toute l'équipe. On a vu le premier épisode. Et c'est vrai qu'on découvre là vraiment c'est grandiose quand on se voit sur le grand écran. On se voit de près, quoi. On dit ah putain la vache, c'est. Oh bah non. Des souvenirs aussi, je pense. C'est touchant. Hein. Ouais. C'est touchant, mais c'est vrai qu'on se voit pas comme ça, on se voit jamais. On se voit jamais comme on est vraiment quand tu te filmes et puis quand tu vois. Quand tu te vois dans une glace et à la télé, c'est différent, j'ai l'impression. Complètement différent. Et si on t'appelait demain pour repartir sur une nouvelle saison de Koh-Lanta, est-ce que tu accepterais? J'en sais rien, je sais pas. Alors il y a 2 mois, j'aurais dit oui. Il y a 2 mois, j'aurais dit oui. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, c'est pas ça autre chose, quoi. Ouais. J'ai fait ça, c'est bien. J'ai découvert quelque chose de nouveau. Et puis, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est quelque chose d'important. C'est quand même pas tout le monde pourra le faire. Non. Parce que depuis le début, je pense qu'en 25 ans, on doit être 400 candidats. Seulement. Donc ça fait à peu près, toi, en 25 ans, ça fait 20 candidats par an à peu près, toi. Donc j'ai fait repartir sous certaines conditions, voilà. Ouais. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de Koh-Lanta et de toi, on va parler de ton futur et de tes projets. Donc tu es passionné par le sport, l'écriture et donc tu travailles aussi dans les brocantes. Est-ce que tu as des projets concrets pour la suite? Alors, en octobre 2024, je me suis inscrit à une formation de coach sportif. J'ai suivi la formation pendant 6 mois.
C'est le PGV. Le PGV, c'est un organisme de formation qui se trouve à Dijon. Et donc j'ai suivi cette formation, j'ai passé mon certificat de CQP, certificat de capacité professionnelle en tant que coach sportif au mois de mai, fin mai. Et j'ai validé donc cette formation. Donc aujourd'hui, je suis coach sportif en renforcement musculaire, cardio, activité gymnique d'entretien et puis activité d'expression. Je peux m'orienter de ce côté-là, ça peut être un projet. Intéressant. Ce que je peux faire aussi, c'est faire du coaching pour des gens qui reprennent le sport après longue maladie. Et en tant que projet, j'ai acheté un appartement à Dole là, donc, récemment, donc j'ai du travaux à faire. Je vais me consacrer à la rénovation de cet appartement. Ça c'est au niveau des brocantes. J'ai réduit quand même parce que j'ai vendu mon local à Orchamps donc en novembre. Donc ça, la partie vente, tout ça a été supprimé, mais je continue à faire des déballages un petit peu professionnels où je cible bien mes déballages. J'en fais beaucoup moins, je sélectionne plus la marchandise. J'aime bien aller au ciné, j'aime bien les spectacles, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'en profite. Voilà. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rêve de faire Koh-Lanta mais qui n'ose pas se lancer? Qu'est-ce que j'y dis? Je dis, insiste, oui, inscris-toi, quoi. Ou trouve quelqu'un qui t'inscrive pour toi, si t'oses pas. Mais vas-y, tente ta chance. Pour faire Koh-Lanta, il ne faut pas être forcément expressif, extraverti. Tout le monde a ses chances. Tout le monde a ses chances, que tu sois timide, que tu sois pas timide, que tu sois fort, que tu sois moins fort, que tu sois physique, moins physique, intellectuel, pas intellectuel. Tout le monde a ses chances pour faire Koh-Lanta. Koh-Lanta accepte tout le monde et il n'y a pas de règles. Voilà, il n'y a pas de règles. Et c'est pas parce que tu es champion du monde que tu vas gagner Koh-Lanta. Ouais, c'est pas dit. Exactement ça, c'est rien d'écrit. Ouais, on l'avait vu en 2020 avec Sam de Koh-Lanta qui a été surprenant. Il avait fait le feu en 2 minutes 30. Il avait gagné plusieurs épreuves et pourtant c'est pas lui qui avait gagné. Je le voyais gagner cette aventure. Et souvent quand tu es très bon, on t'élimine parce que tu es trop fort, c'est ça. Déjà, il vaut mieux être discret. Et puis, sur la fin. Il y en a qui gagnent jamais d'épreuve et qui arrivent au bout, quoi. Ouais, j'avais entendu, je crois que c'était Inès qui avait été avec Nawel à la finale et Inès n'avait pas remporté d'épreuve, je crois. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est vrai que c'est fou, plus t'es fort, oui, c'est vrai, et à un moment, tu vas te démotiver, il y a une épreuve que tu vas perdre. Sam avait perdu l'épreuve de l'étoile et il est tombé et puis malheureusement il a été éliminé. C'est ça. Pourquoi ton élimination? Est-ce que c'était à cause de alors mon élimination c'était parce que j'arrêtais pas de parler de nourriture quoi. J'ai dit c'est quand qu'on mange, il n'y a rien à manger. Et peut-être qu'ils sont comme ils m'ont dit, tu nous as fait peur quoi. Puis j'avais beaucoup maigri. Ouais donc. Je perdais mon pantalon. Ah oui. C'est-à-dire le pantalon j'avais mis une liane pour l'attacher. Ah oui. Donc ça, si tu veux, les gens de mon équipe, ils ont dit il va pas tenir le coup quoi. Ouais donc et puis là, ils ont renforcé. C'est pour ça qu'ils sont votés pour moi en fait, contre moi en fait. T'as perdu combien de kilos à peu près? J'ai perdu 7 kilos. 7 kilos, sans compter les 3 que j'avais perdus avant. C'est comme aujourd'hui, si je perds 7 kilos maintenant là, voilà. Je suis tombé à 64 kilos. 64 kilos, de 71 à 64. Et je faisais 73,5 en début quand je suis arrivé là-bas. Ah oui. Donc j'ai perdu 10 kilos quoi en gros. C'est énorme. En 10 jours, c'était énorme quoi. Ah bah oui, puis après les autres qui sont restés dans l'aventure. Ouais, mais après il y a des gens qui perdent pas comme ça quoi. Et moi je perds beaucoup quoi. Là j'ai fait le GR20 il y a pas longtemps là. Ah oui, j'ai fait le GR20 le mois de juin là. J'ai perdu du poids quoi. Pourtant je mangeais. Mais bon, après, quand tu fais, je sais pas, quand tu grilles 5000 calories et puis par jour, et puis que tu manges pour 2005, t'as pas le temps. Non, oui, c'est sûr. On est mangé pour 5000, quoi, à chaque fois. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot pour résumer ton aventure? Extraordinaire. Ouais. Voilà. Et parfait. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt pour de prochains projets. Merci à toutes les équipes. Merci à Yanis, Wissem et merci aussi à Arthur. Merci à tout le monde. On se dit au revoir et à bientôt. Merci Mathéo. Merci. Parfait. On y va? On coupe? Ça a été compliqué.